Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet relatif aux gens. Les gens ne sont pas des accessoires. On ne peut ignorer le contexte social relatif à toutes les philosophies et techniques relatives au management des entreprises et des institutions. Dans toutes nos interventions, nous ne faisons que focaliser sur la dimension humaine des organisations. Et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que le message passe, car il est une question de personnes. Nous pensons que nos énormes buildings, nos usines, nos écoles et nos universités, nos hôpitaux et nos routes ont une existence qui est séparée de nous. Il n'en est rien. Nous pensons que ces structures existantes sont peuplées de travailleurs et de gestionnaires qui fonctionnent comme des accessoires dans une pièce de théâtre. Ce n'est pas vrai. Les buildings, les usines, les écoles, les universités, les hôpitaux et les routes sont des accessoires, un capital artificiel. Nous sommes des joueurs. Tous les jours, nous écrivons la pièce et nous la jouons. Et puis, on se demande pourquoi nous n'aimons pas la partie que nous nous sommes donnée. Il suffit d'aller parler à soi-même. Une introspection honnête ne ferait pas de mal. Taylor, le précurseur du travail à la chaîne, trouve vers la fin des années 1890 que les artisans persévèrent, mais que ceux-là même, avec le même équipement, pourraient produire beaucoup de résultats différents dans de bonnes conditions. Cela n'a rien à voir avec la gestion scientifique du travail. C'était un problème de personne, non pas un problème individuel des artisans ou des employés et ouvriers eux-mêmes, mais plutôt du système dans lequel ils travaillaient. Les propriétaires d'entreprises, avec les meilleures intentions, ont placé leurs travailleurs dans une position où ils ont été obligés de faire moins. Taylor a abordé ce sujet. Et l'augmentation conséquente de la richesse réelle de la population est à créditer au fait d'éviter une guerre de classe prévue vers la fin des années 1880 et au début des années 1900. Sans une bonne connaissance, les gens, avec les meilleures intentions, rendent les processus pires. Dans les années 1920, Showart, le précurseur du PDCA dans le domaine de la qualité, a constaté, suite au passage de la fabrication des appareils électriques d'une industrie de type artisanal à une industrie de production de masse, que les gens ont pris un processus stable qu'ils ont altéré pour le rendre instant. C'est avec la meilleure des intentions que les gens, les bonnes gens, ont pris quelque chose de bon et l'ont rendu pire. Pouvez-vous imaginer cela? Serait-ce le cas aujourd'hui? Oh oui, dans à peu près toutes les industries et services imaginables, y compris dans la santé, l'éducation et le gouvernement. Showart a montré comment savoir ce qu'il ne faut pas faire et donc de s'abstenir d'interférer avec le système pour mener à de meilleurs résultats pour tous. Sans une bonne connaissance, les gens, avec les meilleures intentions, rendent les processus pires. Taiki Ono, considéré comme le père du système de production de Toyota, le just-in-time, qui a muté vers le lean, a montré dans les années 1950 que les bonnes gens produisaient plus de produits qu'il n'en fallait
et que cela avait des répercussions négatives sur toute l'entreprise et que beaucoup de gens ne le comprennent pas encore franchement, même partiellement. Les situations dans lesquelles les produits ont été faits sont étonnamment communes. Tout le monde a travaillé dur et les produits ont été fabriqués. Alors, si on demande à Ono quelle est la partie la plus importante du contrôle de la production, il vous dira que c'est celle qui limite la surproduction. Les machines ne font pas les produits. Ce sont les gens qui les font. C'est un problème de personne. Sans une bonne connaissance, les gens avec les meilleures intentions rendent les processus pires. Tandis que Deming était un statisticien. En fait, il était physicien d'abord et avant tout. Mais il aurait été plus exact de dire qu'il était, tout comme les autres avant lui, un humaniste. Ce n'est que par une telle perspective que les notions de confiance et de collaboration ont pu être à l'avant-garde de ces méthodes. Deming, comme Taylor, ont reconnu que nous sommes du système et que c'est seulement les dirigeants qui sont en position d'effectuer des changements au système, car 95% des dysfonctionnements d'un système dérivent des dirigeants, c'est-à-dire du management. C'est un problème de personne. Sans une bonne connaissance, les gens, avec les meilleures intentions, rendent les processus pires. La théorie des contraintes vise à s'assurer que toutes les non-contraintes sont entièrement subordonnées à la contrainte. Cela signifie ne pas faire plus pour la plupart des gens. Et même le plus souvent, cela signifie faire moins. Les gens, avec les meilleures intentions, en faisant trop, rendent le système pire et non pas mieux. Goldratt, le père de la théorie des contraintes, était un physicien. Mais là encore, il serait beaucoup plus juste de dire qu'il était un humaniste. Pourquoi ces humanistes se soucient de cette bête capitaliste, l'organisation de l'entreprise moderne? Ils en prennent soin parce que ces organisations sont pleines de gens. Il y a une condition nécessaire dans la théorie des contraintes qu'on oublie souvent trop facilement. C'est la nécessité d'assurer la sécurité et la satisfaction des employés et des citoyens maintenant et durablement. Cette condition est là pour un but et non pas pour de la décoration ou pour du soutien en parole. C'est une condition nécessaire fondamentale. Si nous la violons, alors nous violerons toutes nos tentatives de s'améliorer. Sans une bonne connaissance, les gens avec les meilleures intentions rendent les processus pires. Les dramaturges des organisations continuent à écrire des tragédies. Et comme on dit, ce serait drôle si elle n'était pas si triste. Est-ce la seule chose dont ils savent le comment? Je ne le pense pas. C'est un problème de personne, et non pas leur problème, mais notre problème. Nous savons les choses que nous devrions faire, et nous ne le faisons pas. Et nous savons les choses que nous ne devrions pas faire, et pourtant, nous continuons à les faire. Ce n'est pas sorcier, mais cela exige de s'arrêter un moment, de penser et d'être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous. À bientôt.